Dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec le spécialiste d'Ophi Invest AM, directeur de la gestion de matières premières chez Ophi Invest Asset Management, Benjamin Louvet à mes côtés. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Un commentaire quand même, parce que alors je regarde les prix du pétrole, mais c'est tout le compartiment, le complexe commodities qui est très volatile en ce moment et on peut, j'imagine, faire un lien assez direct entre les tensions géopolitiques immédiates, celles du Moyen-Orient, de la mer Rouge aujourd'hui. Enfin, le pétrole, c'est du plus 3, moins 3, quasiment en continu, quoi. Alors, il y a le pétrole et puis il y a les autres matières premières. Il y a, je vais dire, trois facteurs majeurs qui influent. Un facteur géopolitique, vous le disiez, surtout sur le pétrole. On a aujourd'hui 10% du trafic pétrolier mondial qui passe par la mer Rouge. Donc forcément, ce qui se passe par la mer Rouge en ce moment est assez compliqué et peut entraîner un peu de volatilité. Néanmoins, ça n'interrompt pas le flux pétrolier et ça le détourne simplement, donc ça le ralentit, ce qui peut être un problème. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a des exportations américaines qui sont très élevées. Il y a des réserves de production de la part de l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui sont disponibles, ce qui maintient quand même un réservoir d'offres. Voilà, un réservoir d'offres et qui garde un marché relativement serein. C'est pour ça que les prix ne s'envolent pas malgré tout ce qu'on a pu connaître en mer Rouge. On a aussi eu beaucoup de remous dans le secteur pétrolier aux États-Unis qui sont passés dans une logique. C'est un analyste pétrolier américain qui a trouvé cette formule que je trouve bien de Drill America First. L'idée étant que les pétroliers, les gros groupes pétroliers se sont attachés à acheter ce que j'appellerais de la duration courte, pour reprendre une terminologie financière, c'est-à-dire des puits de pétrole de schiste qu'on peut mettre en production très rapidement et arrêter beaucoup plus rapidement pour être beaucoup plus réactif. Et donc, il y a aujourd'hui un petit peu de réassurance du marché de ce fait-là. Ça, c'est pour le premier point. Après, on a deux facteurs macro, je dirais, qui influencent beaucoup les matières premières et qui justifient la volatilité. On a des prix qui sont fortement à la baisse sur les matières premières après avoir rebondi au mois de décembre. Il faut voir que sur le mois de novembre et sur le mois de décembre, les taux réels à 10 ans aux États-Unis ont rebaissé de 40 centimes en novembre et 38 centimes en décembre. Donc, on avait pricé des baisses de taux qui ont beaucoup impacté positivement les matières premières. Je vous rappelle, quand les taux baissent, les matières premières n'ayant pas de rendement, le désavantage des matières premières diminue, donc le prix des matières premières a tendance à remonter. Et on est plutôt en train de pricer le fait qu'il y aura de réajuster un peu moins. Oui. Voilà, c'est vrai. Les taux vont baisser peut-être un peu moins vite que ce que pensait le marché. Et puis il y a un troisième point, c'est la Chine. On a eu les chiffres récemment là, de la croissance en Chine qui restent désespérément bas. Et ça, pour les matières premières, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que la Chine, aujourd'hui, consomme 50% des métaux de la planète, est un très gros consommateur de pétrole aussi. Donc forcément, tant qu'il y a des doutes sur la Chine, c'est difficile d'avoir une meilleure vision, une vision plus positive sur les matières premières. Mais il ne faut pas oublier une chose quand même, Grégoire, c'est qu'on est dans la période qui précède le Nouvel An chinois, qui traditionnellement est une période d'activité plus lente en Chine. Donc le Nouvel An, c'est le 10 février, et on a 15 jours de festivités, donc jusqu'au 24 février. C'est plutôt une période de restockage de matières premières pour le secteur, pour le secteur manufacturier chinois. Donc ça justifie aussi cette faiblesse qu'on constate aujourd'hui. Maintenant, il y a de très bonnes raisons d'être optimiste pour la suite, parce que la situation, a priori, sur la politique monétaire va s'arranger, va devenir plus accommodante, ce qui est bon pour les matières premières. La Chine a annoncé un certain nombre de mesures qui sont plutôt positives. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, les prix des matières premières, dans l'ensemble, ont plutôt baissé. Sur les métaux, ça a été relativement sensible. Le cuivre s'en est plutôt bien sorti, à cause d'un facteur exogène qui était un peu surprenant et qu'on n'a pas vu venir, pour être tout à fait honnête, parce que c'est la première fois que ça se passe comme ça. On a eu l'impact du Covid. Et l'impact du Covid en Chine a été très différent de l'impact du Covid dans le reste du monde, parce que les mesures d'accompagnement du gouvernement chinois pendant le Covid n'ont pas été les mêmes. Et donc, quand on est sorti du Covid, les premiers chiffres de consommation en Chine ont été excellents. Je vous rappelle, en avril, les ISM sont au plus haut depuis 2012. En avril 2023. Donc, on a vraiment une reprise très forte. Et puis, là, les Chinois se disent, attention, le taux de chômage des jeunes est au plus haut, on n'a pas la même épargne, et donc ils redeviennent tout de suite beaucoup plus prudents. Et les entreprises deviennent prudentes et n'achètent pas de matières premières sur les marchés internationaux, donc les prix baissent. Mais quand on regarde les chiffres de la consommation de cuivre en Chine l'année dernière, plus 9,5%.
la consommation de la plupart des métaux augmente simplement. Ils ont tiré sur leur stock. Et donc, syndrome de la tomate, on en a déjà parlé. Le prix d'une matière première, il est instantané. Quand vous allez au marché le dimanche matin, ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a beaucoup de tomates pour faire le prix. C'est pas comme une action où on valorise les flux futurs. Et donc, les prix ne se sont pas redressés. Mais on a validé la première chose, qui est la thèse d'investissement des fonds qu'on peut avoir sur les métaux qui sont nécessaires, selon nous, pour la transition énergétique. C'est l'inélasticité de la demande des métaux au cycle économique. Si on a une correction modérée des cycles économiques, de la croissance, la hausse de la demande générée par la transition énergétique, la Chine a installé cette année, on dit que la Chine ne fait rien pour le climat, autant de renouvelables que le monde entier l'année dernière, pas il y a 10 ans, autant que le monde entier l'année dernière. Et donc cette demande génère un surcroît de demande de métaux qui est indifférent au cycle économique. Et donc on a eu cette année des ISM qui étaient très mauvais en Europe, 18 mois consécutifs de contraction, 13 mois consécutifs aux États-Unis, une mauvaise croissance en Chine. Malgré tout, la demande de cuivre augmente de 10% en Chine et de 4% au niveau mondial. Donc cette inélasticité, elle est en train d'arriver. On a simplement ce retard lié au lag, lié à l'apurement des stocks créés pendant les 2 ans où l'économie chinoise est restée fermée. Dans le monde de la transition énergétique, c'est la réflexion qui me vient. Et je rappelle qu'il y a une stratégie métaux dédiée, justement, Energy Strategic Metal chez Ophi Invest AM pour jouer ce play de la transition à travers les métaux. Ça veut dire que le cuivre, Dr Copper, va l'être de moins en moins. Alors Dr Copper devient... voilà, Dr Copper est mort, longue vie à Dr Green. En fait, le copper, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. Oui, je sais. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans une éolienne, vous avez, selon la taille de l'éolienne, entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Vous avez du cuivre pour les réseaux. On a réalisé cette année qu'on était très en retard sur le développement des réseaux électriques. Il faudrait doubler le réseau électrique. C'est la distance Terre-Soleil qu'il faudrait faire en câble posé pour assurer la transition énergétique. Donc, la demande de cuivre est de plus en plus importante, mais pour la transition énergétique. Et donc, Dr Copper deviendrait Dr Green est probablement un très bon indicateur de la santé de la transition. C'est ça, ça deviendra un baromètre de la transition, alors que historiquement, ça a été vu comme un des meilleurs baromètres de la conjoncture mondiale instantanée. Exactement. Ouais. De moins en moins, enfin, c'est pas qu'on ne l'utilisera pas pour la conjoncture mondiale, oui, bien mais sûr. L'augmentation des volumes liés à la transition est tellement énorme que cette année, on a eu une baisse de l'activité, mais la hausse côté transition était tellement importante que ça s'est soldé par une consommation de cuivre en hausse. Pas sur les prix, parce qu'il y avait ces stocks à apurer. Aujourd'hui, les stocks sont quasiment au plus bas. Donc, on pense qu'on arrive au début. Nous, on a fait notamment un gros pari sur le cuivre. Pour 24. Oui, parce que c'est un métal sur lequel il y a des contraintes énormes sur l'offre. Il y a eu cette année le Panama, dont on parle assez peu, parce que c'est un petit pays, mais il y a une mine de cuivre au Panama, qui est la mine de Cobre Panama, qui a été l'objet de beaucoup de disputes cette année entre le gouvernement et l'exploitant de la mine, qui s'appelle First Quantum Minerals. Et il se trouve que le gouvernement, en novembre, a déclaré le contrat d'exploitation de la mine par First Quantum inconstitutionnel, et donc la mine est fermée. Elle restera fermée au moins jusqu'aux élections panamènes en mai, et probablement, plus durablement, c'est 1,5% de la production mondiale de cuivre qui disparaît. On a Anglo American qui a annoncé des problèmes sur des gisements où la roche est plus dure que prévu, donc ils n'arrivent pas à produire autant qu'ils voudraient. On n'a pas de nouvelles mines qui arrivent sur le marché en quantité suffisante, et donc cette année, on s'attend à un déficit de production de cuivre par rapport à la consommation. Sauf que je vous rappelle, Grégoire, un déficit sur un marché de matières premières, c'est pas possible. On ne peut pas consommer une matière première qu'on n'a pas. Donc il faut équilibrer le marché. Et pour équilibrer le marché, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que le prix monte. Un truc, moi, qui me fascine dans le paysage des matières premières, je vous ramène au pétrole, c'est que les États-Unis n'ont jamais autant produit de pétrole qu'aujourd'hui, avec un nombre de drills ou de puits, je ne sais pas comment on dit, de forage considérablement réduit. Ben oui, considérablement réduit par rapport au pic qu'on a pu avoir il y a quelques années. Mais c'est pas forcément... Sous administration Biden, je le précise, qui a toujours refusé, je crois, de recevoir les lobbies pétroliers ou les patrons des grandes entreprises pétrolières. Disons que ceci étant, que des prix du pétrole qui restent contenus, dans le cadre d'une année présidentielle, ça déplaît pas forcément complètement à Joe Biden. Non. Mais non, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, parce que cette hausse, justement, vu qu'on n'a pas plus de forage, elle est forcément liée à autre chose. Et cette autre chose, a priori, c'est lié à des gains de productivité court terme. Pourquoi ? Parce que les compagnies de pétrole de schiste ont décidé de forer pendant des durées plus longues dans la journée, donc de faire des forages qui vont être plus rapides, entre guillemets, sur des forages
plus longs, plus proches les uns des autres. Et ce qu'on constate, c'est que ça entraîne une augmentation de la productivité immédiate. D'accord. Donc la production augmente plus vite. Par contre, les taux de déplétion La déplétion est plus accélèrent. forte. Et donc au final, l'ultime qu'on récupère est en train de diminuer. Et donc le coût moyen d'un baril est en train de monter autour de 75-80 $. Et donc ça va devenir quand même beaucoup plus compliqué pour les producteurs de schiste américains. Et l'autre problème, c'est que les puits étant trop proches, des fois les fractures du puits, c'est ce qu'on appelle les puits parents-enfants, d'un puits rejoignent les fractures d'autres, la pression baisse et donc vous récupérez moins de pétrole. Et donc, certains commencent à s'inquiéter du fait que la production de pétrole de schiste aujourd'hui continue à progresser, mais qu'elle pourrait peut-être atteindre son pic, et à ce moment-là, on atteindrait un pic tout pétrole, quelque part d'ici la fin de l'année 2024 ou début 2025. Et là, on commencera à rentrer dans une situation compliquée. Pas tout de suite, parce que l'Arabie Saoudite a ses 2 millions de barils par jour de réserve qu'elle a arrêté. On accélère l'avenir, quoi. Mais on va très vite s'approcher du moment où il va falloir qu'on passe à autre chose, quoi. Vous avez réfléchi à ce que ça impliquerait si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche pour les questions d'énergie, de matières premières Alors, il y a deux choses dans le retour de Donald Trump. La première, ce sont les énergies. Là, Patrick Pouyanné avait fait une déclaration que je trouvais intéressante. Il disait, compte tenu des tensions sur les prix de l'énergie à venir, avec la transition énergétique, les investissements que ça nécessite, Donald Trump pourrait essayer de se refermer un peu sur lui-même. Il pourrait le faire plus facilement sur le gaz que sur le pétrole. Parce que sur le pétrole, malgré tout, il y a des problèmes de qualité. Vous savez, tous les pétroles ne se valent pas et les États-Unis ont du mal aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner qu'avec leur pétrole. Ils ont besoin d'importation de pétrole. Et donc, l'arrêt des exportations de pétrole serait problématique. L'arrêt des exportations de gaz ou la pression sur la réduction des exportations de gaz serait un vrai sujet pour nous. Parce qu'on dépend maintenant, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, de plus en plus des importations de LNG, enfin de gaz naturel liquéfié. Et un des gros pourvoyeurs sont clairement les États-Unis. Donc ça pourrait être un sujet. Bon, maintenant, on ne va pas prévoir le pire. La production de gaz de schiste se passe très bien aux États-Unis, donc ils ont des volumes à exporter. Mais s'ils décidaient, par exemple, de réduire le charbon, ils pourraient avoir besoin davantage de gaz. Je rappelle que les réductions d'émissions de CO2... On sécurise des contrats d'approvisionnement long terme sur ces histoires de LNG. Mais je rappelle quand même que la réduction des émissions de CO2 aux États-Unis n'a jamais été aussi importante que sous l'administration Trump. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que comme on a eu l'explosion du gaz de schiste, les industries ont utilisé de plus en plus de gaz et de moins en moins de charbon, et ça a entraîné une réduction des émissions de CO2. Sur les autres matières premières, ce qui va compter, c'est l'IRA. Est-ce qu'on continue l'Inflation Reduction Act ? Et là, deux choses. C'est difficile pour Trump de l'arrêter parce qu'il ne peut pas le faire sur un executive order. Il devra faire appel aux chambres. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on regarde les chiffres, les États qui profitent le plus de l'IRA, c'est les États républicains et notamment le Texas. Donc ça semble difficile pour lui de complètement mettre fin à ça. Il est peut-être âgé, Biden, mais il sait quand même faire de la politique. Quand il a fait le mapping de l'IRA et des subventions de l'IRA, ils ont bien vu que verrouiller les États républicains... Parfois, dans certaines de ces déclarations, on s'interroge, mais finalement, politiquement, ça passe pas. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour votre éclairage sur le compartiment Como, matières premières et le métal et les métals de la transition, le cuivre en premier lieu, notamment. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.